Un dimanche, j'ai sonné à la porte de mon fils. Ma belle-fille a ouvert et a crié de nouveau: «Non, je t'ai déjà dit que le dimanche est fait pour se reposer.» Je suis rentrée en pleurs. Mais mardi, quand il m'a appelé pour me le demander, j'ai raccroché. Je sais ce que vous pensez. Comment? Une mère qui raccroche au nez de sa belle-fille? Eh bien, laissez-moi vous dire que mardi n'était pas le début de tout ça. Cette histoire marquait la fin de 3 années d'humiliations endurées qui m'ont brisé le cœur, en si petits morceaux que je ne savais plus où commencer ma dignité. Je m'appelle Remedios. J'ai 68 ans, les mains ridées par tant de travail, et un cœur que je croyais je n'allais jamais apprendre à dire non. Mais ce dimanche 11 novembre, quelque chose a changé. J'ai eu le cœur brisé. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à une chaîne pour découvrir d'autres confessions authentiques comme celle-ci. Aimez-la pour que davantage de personnes puissent la trouver. L'importance de fixer des limites. Il était 11 heures du matin. Je me souviens du soleil qui tapait fort sur moi, sur la nuque, alors qu'il parcourait les 4 pâtés de maison séparant le relais routier de la maison de Fabian. Mon Fabian, mon fils unique, le garçon que j'ai élevé seul depuis l'âge de 12 ans, quand mon père est décédé et m'a laissé une machine à coudre et beaucoup de factures à payer. Elle portait un récipient de sauce molle qu'elle avait préparé depuis 5 heures du matin. Le molle que Fabian adorait depuis son enfance, celui qu'il préparait avec le chocolat acheté au marché de la Merced. Je broyais chaque ingrédient moi-même. Je me disais que si j'arrivais avec de la nourriture, Karina serait peut-être contente. J'étais de meilleure humeur. J'ai sonné à la porte et j'ai entendu des pas précipités de l'autre côté. La porte s'ouvrit brusquement et la voilà, Karina, ma belle-fille, avec ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval parfaite, ongles impeccables, cheveux roses pâles, pantalon. Des marques qui coûtent plus cher que mon loyer mensuel. Et elle me regardait, comme si j'étais une vendeuse. Un vendeur ambulant nous importune un dimanche. Pas encore, a-t-il crié. Sa voix a résonné dans toute la rue. Je t'ai déjà dit que le dimanche est fait pour se reposer. Tu ne peux pas venir quand ça te chante. J'ai senti le sol trembler. Sous mes pieds. Karina, je n'ai apporté du molle que pour Fabiane. Votre grain de beauté ne nous intéresse pas. On est au régime. Et avant même que je puisse dire un mot. De plus, il a claqué la porte. Ce n'était pas une simple fermeture, c'était un claquement, qui faisait même vibrer les fenêtres. Je suis restée là, tenant ça. Je tenais le Tupperware de mes mains tremblantes, fixant la porte en bois verni, cette porte, la porte de la maison, qui avait été rendue possible grâce à mes économies, car voici ce que personne ne savait. 3 ans. À l'époque où Fabiane allait épouser Karina, ils sont venus me voir, l'air déconfit. Ils avaient besoin de 2 850 000. Des pesos pour la compte sur une maison dans un quartier correct, comme l'a dit Karina. Proche de mon travail et de bonnes personnes, a-t-il ajouté, en regardant mon petit appartement à Iztapalapa comme s'il s'agissait d'un enclos. J'habitais une petite maison que mon défunt mari et moi avions achetée en 1985. Petite, oui, avec des fissures dans les murs. Oui, mais elle était à nous. Elle avait un petit jardin où poussaient des bougainvillées violettes et une petite pièce où j'ai passé 30 ans. Je cousais des uniformes scolaires pour subvenir aux besoins de Fabian. J'ai vendu cette maison. J'ai vendu tous mes souvenirs, tous les coins où mon mari et moi étions heureux, tous les mètres où Fabian a fait ses premiers pas. Étape. Je l'ai fait parce que je me suis dit, c'est mon fils. Son bonheur est mon bonheur. J'ai signé les papiers, reçu les 2 850 000 pesos et je les lui ai remis intégralement. J'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres que je loue pour 400 pesos par mois et ils sont allés vivre dans leur nouvelle maison de 3 chambres, avec jardin, cette maison où ils me ferment maintenant la porte au nez. Visage.
Je suis retournée à l'arrêt de bus, 8 pâtés de maison, parce que j'étais tellement abasourdie que j'étais allée trop loin. Chaque pas me paraissait lourd, comme si je portais des pierres dans les bras, les épaules. Les gens me regardaient bizarrement. Une femme m'a demandé si j'allais bien. Non, je ne pouvais pas répondre. Je continuais simplement à marcher avec ce récipient à taupe pressé contre moi coffre. Quand je suis arrivée dans mon appartement, je me suis assise sur le vieux fauteuil qui était là. J'ai échappé à la vente de ma maison. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon mari. J'ai pleuré jusqu'à avoir mal à la poitrine, jusqu'à ce que mes yeux gonflent, jusqu'à la nuit est tombée, et je me suis retrouvée seule, dans l'obscurité. Lundi est passé comme un nuage, gris. Je n'ai rien mangé. Je ne suis pas sortie. Je suis restée plantée là, à fixer le plafond, à me demander quand j'allais. J'étais devenue si insignifiante aux yeux de mon propre fils. Et puis, mardi est arrivé. 10 heures. Le téléphone a sonné. J'ai vu le nom sur l'écran. Karina. Mon premier réflexe a été de ne pas répondre, mais une vie entière d'habitude a prévalu. Encore, ai-je répondu. Su. Dis-moi, chérie, comment vas-tu? Sa voix était douce comme du miel, un miel empoisonné. Bon, j'ai menti. Écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin urgent d'un service. Mes parents viennent passer 2 semaines chez moi et je dois rénover la chambre d'amis. Peinture neuve, de jolis rideaux, un matelas orthopédique. Ça fait environ 28 000 pesos. Vous avez des économies, hein? Je te promets de te rembourser dans 6 mois. Enfin, peut-être. 8, mais c'est sans danger. Silence. Elles ont traversé mon esprit comme des éclairs. Toutes ces images. La porte qui claque le dimanche, les fois où il m'a humiliée, la maison achetée avec mon argent et l'argent, mes mains ridées à force de coudre, tout donné à Fabian. Je n'ai rien dit, et ma propre voix m'a surprise. Elle était fermée, elle était claire. Quoi? Hurla Karina. Comment ça, non? Non, je n'ai pas cet argent, et même si je l'avais, je ne vous le donnerais pas. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché le téléphone, et je fixais ma main comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Karina a appelé 8 fois de plus cet après-midi-là. 8 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels, mais je le savais. Ce que j'ignorais, c'est que ce simple mot, ce nom, allait déclencher une réaction en chaîne. Des événements qui allaient tout changer. Car à 18 heures, alors que cela commençait déjà à se produire, à la tombée de la nuit, quelqu'un a frappé violemment à ma porte. C'était Fabiane, et son visage ne laissait rien paraître. Rien de bon. Que me réclamait donc mon propre fils? Et quel secret allait-il me révéler? Découvrir que tout allait changer à jamais? Fabian est entré dans mon appartement comme un taureau enragé. Il ne m'a pas salué, ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a juste commencé. Elle s'est mise à me crier dessus. Pourquoi as-tu fait ça à Karina? Maman, elle pleure. Tu lui as raccroché au nez. J'ai répondu au téléphone comme si c'était n'importe qui d'autre. Je me suis assise sur le canapé et je l'ai fixé du regard. Mon fils, l'enfant que j'avais tenu dans mes bras, que j'avais nourri de mes propres mains, quand on n'avait même pas assez pour du lait en poudre. Fabiane, dis-je lentement, dimanche, votre femme m'a claqué la porte au nez, parce que vous arrivez sans prévenir, parce que vous vous immiscez dans leur vie privée, leur espace, envahir la maison que je les ai aidés à acheter. Tu as encore sorti le même discours. C'est toujours pareil. Je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. Tu sais? Quoi, maman? J'en ai marre de tes jérémiades. Il est parti en trombe, claquant la porte une nouvelle fois, 2 fois, en 3 jours. C'est ce que représente l'amour de mon fils à cet instant précis. Mais laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. C'est tout.
car cette histoire n'a pas commencé avec Karina. Elle a commencé il y a 56 ans, quand j'avais 12 ans, et ma mère m'a appris à coudre sur une machine à coudre Singer noire que je possède toujours. Je suis née dans une petite ville de Oaxaca. Ma famille était si pauvre que parfois le dîner se résumait à un simple taco salé, avec des tortillas. Mais ma mère me disait toujours: remède, une femme qui sait se servir de ses remèdes. On ne meurt jamais de faim. Et il avait raison. J'ai rencontré Vicente à une fête de village quand j'avais 19 ans. Il était maçon et avait de bonnes mains, des pieds calleux et un sourire timide. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie. C'était simple à l'église, et lors d'une fête où il n'y avait que de l'eau d'hibiscus et des tamales que nous avions tous préparés ensemble, voisins. Nous sommes venus à Mexico en quête d'un avenir meilleur. Vicente. Il a trouvé un emploi dans le bâtiment. J'ai commencé à coudre des uniformes scolaires pour un magasin du centre-ville. Chemise blanche, jupe bleu marine, pantalon kaki. J'avais les doigts pleins à cause des callosités dues au fait de passer constamment le tissu sous l'aiguille. Nous avons loué une petite chambre dans un Nous vivions dans le quartier de Tepito, sans salle de bain privée, sans eau chaude. Mais nous étions heureux. Fabian naquit. Un bébé potelé aux joues rouges et qui pleurait beaucoup. Puissant. Vicente pleurait de joie chaque fois qu'il le prenait dans ses bras. Il est comme toi. Rem, dit-elle. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser d'amour. Les premières années furent difficiles, mais magnifiques. Vicente travaille du lever au coucher du soleil. Je cousais le soir après. Nous avons endormi Fabiane sous une vieille lampe qui vacillait. Nous avons économisé le moindre sou. Nous rêvions d'acheter un jour notre propre petite maison, et nous avons réalisé notre rêve. En 1985, alors que Fabiane avait 8 ans, nous avons acheté une petite maison à Iztapalapa, 2 des chambres, une salle de bain, une minuscule cuisine et un petit jardin. Cela coûtait 450 000 pesos à l'époque, une somme que nous avons réussi à économiser en 6 ans. Nous cachions l'argent dans une boîte à biscuits sous le matelas. Le jour où nous avons reçu les clés, nous étions tous les trois. Nous avons pleuré, enlacés, dans cette pièce vide. Vicente avait peint les murs en jaune. Bien sûr. J'ai accroché des rideaux faits de fleurs que j'avais cousus. Fabiane a planté un petit arbre, des citronniers dans le jardin. Ce furent les années les plus heureuses de ma vie, mais, dans ma famille, le bonheur a toujours été emprunté. Fabiane avait 12 ans quand Vicente. Il a fait une chute du 4e étage d'un échafaudage. Il meurt à l'hôpital 3 jours plus tard. J'ai repris conscience. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir. Je me suis retrouvée seule avec un enfant, une maison à moitié payée et une machine à coudre. J'ai pleuré pendant 1 semaine. Complètement. Puis j'ai essuyé mes larmes. Je me suis assise devant cette machine et je me suis dit: Fabian va, étudie. Il réussira dans la vie. Il aura ce que Vicente et moi n'avons jamais eu. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis devenue quelqu'un. Machine à coudre. Je cousais de 5 heures à 23 heures. Des uniformes scolaires, robes de soirée, vêtements pour bébé, tout. J'avais les doigts en sang à force d'en manipuler. Je continuais à me piquer avec l'aiguille. J'avais mal au dos à force d'être penchée, mais je n'arrêtais pas. Fabian étudiait le matin et m'aidait l'après-midi. Il rangeait les fils par couleur, repassait les coutures. Il a emballé les commandes. C'était un enfant responsable et attentionné. Il me prenait dans ses bras quand il voyait que j'étais fatiguée et me disait: Quand je serai grand, je travaillerai. Et tu vas te reposer, maman. J'ai payé son école primaire, son lycée, le haut lycée. Au moment d'entrer à l'université, j'ai vendu les bijoux en or que j'avais. Ma mère m'avait légué 2 boucles d'oreilles, un collier et une bague. J'ai reçu 85 000. Eh bien, ça ne suffisait pas. Alors j'ai contracté un prêt que j'ai fini de rembourser 5 ans plus tard. Plus tard,
Fabian a étudié le génie civil et a obtenu son diplôme avec mention. Il a trouvé un emploi dans une grande entreprise de construction. J'ai pleuré de fierté le jour où je l'ai vu avec son titre, son nouveau costume, ce brillant avenir qu'il avait bâti de mes mains brisées. Nous l'avons fait, Vicente, ai-je dit ce soir-là au portrait de mon mari. Notre fils est un professionnel. Fabian venait me voir toutes les semaines. Il m'emmenait manger au restaurant, m'achetait des choses pour la maison. Il était attentionné et affectueux. Je pensais que toute ma vie de sacrifice avait porté ses fruits. Jusqu'à l'arrivée de Karina, il y a 5 ans. Il l'a rencontrée au travail. Elle était assistante administrative, de 10 ans sa cadette, et issue d'une famille de la classe moyenne. De taille moyenne, jolie, soignée, avec cet air de supériorité à peine dissimulé. Quand Fabiane me l'a présentée, j'ai essayé de la voir d'un bon œil. Toute femme qui me rend heureux, mon fils est le bienvenu, me suis-je dit. Je l'ai accueilli chez moi à bras ouverts. J'ai préparé du pozole, je lui ai montré des photos de Fabiane enfant et je lui ai raconté des histoires. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de froid dans son regard, comme si elle était en train d'évaluer la situation. Calculatrice. Le jour de son mariage, je lui ai offert le trésor le plus précieux que je possédais, le châle de un morceau de soie brodé que ma mère m'avait légué avant de mourir. Elle était bleue, profondément ornée de fleurs dorées brodées à la main. Il avait appartenu à ma grand-mère. Cela valait plus que n'importe quel cadeau coûteux. C'est à toi maintenant, ai-je dit à Karina. Tu fais partie de la famille. Elle l'a pris, sans grand enthousiasme. Merci, belle-mère, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle aurait dû se douter de quelque chose dès cet instant. Mais une mère veut toujours croire que tout ira bien. Ce que j'ignorais, c'est que ce châle, ce symbole d'amour et de bienvenue, allait devenir le au cœur d'une trahison qui me briserait le cœur. Les premiers mois après le mariage, ils étaient étranges. Karina restait polie avec moi, mais quelque chose clochait. C'était comme si chaque sourire était calculé. Chaque étreinte durait exactement 2 secondes. Secondes, pas une seconde de plus. Comme lorsqu'on prend quelqu'un dans ses bras lors d'une réunion. Le travail, pas la famille. La première fois que j'ai senti le poison, c'était lors d'un dîner de famille. Nous étions chez les parents de Karina, dans une maison meublée à Coyoacán. Des tableaux élégants et coûteux ornaient les murs. Je portais mon chemisier à fleurs préféré, celui que j'avais acheté à la Jetées au marché aux puces, et ça m'a fait me sentir jolie. C'était fait d'un tissu sympa, avec un imprimé de des tournesols jaunes. Karina m'a dévisagé de haut en bas à mon arrivée. Oh, belle-mère, dit-elle en riant. Ce chemisier est vraiment usé, n'est-ce pas? À ton âge, tu devrais avoir une apparence plus soignée. Si tu veux, on peut aller faire les magasins un jour, et je te montrerai comment faire. J'aide à choisir des vêtements plus appropriés. Elle l'a dit devant tout le monde. Sa mère a lâché le morceau, une toux désagréable. Son père regarda son assiette. Fabian consultait son téléphone portable, et il n'a même pas écouté. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est d'accord, merci. Mais quelque chose à l'intérieur se tordait. Approprié. Qu'est-ce qui n'allait pas avec mon chemisier? Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je suis restée plantée devant mes vêtements dans l'armoire. Tous mes chemisiers me semblaient soudain vieux. Pauvre chose fanée. Mais ce n'était que le début. Les humiliations suivantes. Ils sont arrivés déguisés en soucis. Lors des réunions de famille, quand je racontais une histoire de l'enfance de Fabian, Maïs Karina m'interrompt sans cesse. Oh, belle-mère, vous avez déjà raconté cette histoire 1000 fois. Les gens s'en lassent. Ou pire, quand quand elle parlait de mon défunt mari Vicente, elle bâillait excessivement ou changeait de ton. À ce propos. Oui, oui.
Nous savons tous que Vicente était formidable. Quelqu'un le souhaite? Encore du vin? Fabiane n'a jamais rien dit. Jamais. 6. Des mois après le mariage, Karina a cessé de répondre à mes appels. J'appelais pour on disait bonjour, on demandait comment ils allaient, et elle envoyait des messages. On est occupé, belle-mère. On vous rappellera plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Quand j'allais lui rendre visite à l'improviste, Karina ouvrait la porte avec un air de agacement. Belle-mère, vous devriez appeler avant de venir. Nous ne sommes pas toujours disponibles. Mais le coup le plus dur remonte à 2 ans. Fabiane et Karina m'ont invité à J'ai mangé un dimanche. Je suis arrivée tout excitée, portant un trèfle que j'avais confectionné depuis tôt. Nous nous sommes assis à table et Karina a lâché la bombe. Belle-mère, nous avons. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Elle regarda Fabiane, qui déglutit difficilement. Vous voyez, nous essayons de tomber enceinte. Et le médecin dit que le stress est très mauvais pour la fertilité. Oh, c'est formidable, dis-je. Ils vont avoir un bébé. Oui, mais il nous faut de la place, du calme et de la tranquillité. Vos visites incessantes nous stressent énormément. J'étais stupéfait. Chut, mes visites les stressent. Ce n'est rien de personnel, intervint Fabiane sans me regarder. Mes yeux. C'est juste que tu viendras environ 3 fois par semaine, et parfois c'est beaucoup. Je veux juste les voir, savoir comment ils vont. Karina soupira théâtralement. C'est pourquoi nous avons instauré une nouvelle règle. Vous ne pouvez venir que le jeudi après-midi, de 16 heures à 18 heures. Ainsi, nous pouvons organiser votre semaine. 2 heures. Une seule journée. Avec mon propre fils le dimanche? Ai-je demandé à voix basse. Le dimanche est sacré pour nous. Un moment de repos, de solitude, sans visiteurs. J'ai accepté parce que je pensais ce qui était temporaire, car je pensais que tout changerait après la naissance du bébé. Mais les mois passèrent, et Karina ne tomba jamais enceinte, et ses règles continuèrent. Le jeudi, de 16 heures à 18 heures. Pas une minute de plus. Les humiliations devenaient de plus en plus fréquentes. C'est cruel. Une fois, je suis arrivée avec 50 minutes de retard sur l'horaire prévu parce que le camion était en retard. Karina ouvrit la portière et regarda sa montre avec une intensité exagérée. Il est 16h05, belle-mère. Nous avions convenu de nous retrouver à 16h. Vous avez maintenant jusqu'à 17h55. Le jour de mon 67e anniversaire, Fabiane m'a de nouveau appelé à 22h. Désolée, maman, on a oublié ton anniversaire. Karina a eu une très longue journée de travail. Il n'y avait pas de gâteau, pas de... Il y a eu une étreinte, un simple coup de fil de 2 minutes. Mais le pire, ce qui était vraiment le plus grave, c'est que j'étais anéantie. C'était le jour des travaux. 3 semaines avant le dimanche de... Je suis arrivée un jeudi à l'heure prévue. Il y avait des voix et des rires à l'intérieur. J'ai frappé. La sonnette retentit. Karina ouvrit la porte, et derrière elle, je vis le salon plein de monde. Ses parents, ses enfants, 2 sœurs, plusieurs amis, de la musique, des assiettes de nourriture, des verres de vin. Oh, belle-mère, dit-elle en m'empêchant de passer. Nous avons une réunion de famille aujourd'hui, c'est privé. Mais je peux passer, ne serait-ce que pour dire bonjour. Non, c'est vraiment uniquement pour la famille proche de Karina. D'ailleurs, tu as déjà mangé à la maison, non? J'ai aperçu la table du jardin. Il y avait un immense barbecue, des salades et des desserts. J'ai reconnu la nappe. C'était celle que je leur avais offerte pour leur anniversaire. Attends, dit Karina avant de disparaître à l'intérieur. Elle revint avec un récipient jetable. Tenez, on vous a gardé de la viande. Elle est délicieuse. Il me tendit le travail à la porte, comme si j'étais un mendiant. La mère de Karina passait par là et m'a vu debout là. Elle laissa échapper un rire nerveux et détourna le regard. Je cherchais Fabiane du regard.
Il était assis dans le jardin, une bière à la main, les yeux rivés sur son assiette. Non, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Je suis rentrée chez moi avec ce récipient bien rempli de restes. Contre ma poitrine, les larmes me brûlèrent les yeux. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Assise dans la cuisine, je fixais ce récipient Tupperware, me demandant quand je suis devenue un fardeau pour mon propre fils. Mais si je croyais que c'était le cas, je me suis complètement trompée sur la pire chose qui pouvait m'arriver, car ce qui suivit allait me transformer, toucher le fond, le plus profond de ma vie. Le samedi 10 novembre a commencé comme tous les autres jours. Je me suis levée à 6 heures. J'ai préparé mon café avec de la cannelle et du piloncillo. Je me suis assis dans mon... J'étais assise à une petite table, en train de regarder les informations. Dehors, il pleuvait doucement, une fine bruine, qui mouille sans faire de bruit. À 9h30, mon téléphone a sonné. C'était Fabiane, maman. Sa voix était agitée et brisée. Karina est tombée dans la salle de bain. Elle saigne. Nous sommes en route pour l'hôpital. Ange, pouvez-vous venir? Le monde s'est arrêté. Quoi? Comment ça, il est tombé? Il va bien? Je ne sais pas, maman. Il a une bosse sur la tête. Venez, je vous en prie. Urgence. Elle a raccroché. Mes mains tremblaient, tellement que j'avais du mal à lasser mes chaussures. J'ai attrapé mon sac à main et j'en ai sorti tout l'argent que j'avais économisé pour le loyer. 3 200 pesos en billets froissés. Au cas où, ils ont besoin de quelque chose, me suis-je dit. Je suis sortie sous la pluie. Je n'ai pas attendu le camion. J'ai pris un taxi qui m'a facturé 180 pesos pour aller à l'hôpital. Je suis arrivée trempée, avec mes cheveux plaqués contre mon visage, mon cœur battant la chamade. Urgence pour... S'il vous plaît, dis-je au gardien à l'entrée. Je courus à travers les couloirs blancs qui sentaient le désinfectant. Je fouillai le salle d'attente. Rien, ai-je demandé à la réception. Nom du patiente. Karina Mendoza de Ruiz. L'infirmière a vérifié l'ordinateur. Nous n'avons enregistré personne sous ce nom, mais mon fils m'a appelé. Il a dit qu'il venait par ici. Laissez-moi vérifier encore une fois. Il tapa. Il fronça les sourcils. Non, madame. Il n'y a aucune entrée sous ce nom au cours des 12 dernières heures. J'ai appelé Fabiane, a appelé 1 fois, 2 fois, 5 fois. Il n'a pas répondu. Je l'ai appelé 15 fois. Ils ont continué. Rien. Je lui ai envoyé un texto. Mon fils, où sont-ils? Je suis à l'hôpital et je ne les trouve pas. Répondez-moi, s'il vous plaît. Je suis inquiète. Une demi-heure passe, puis 40 minutes, puis 1 heure. Je m'assis sur ces chaises dures du salon. Elle attendait, trempée, tremblante, son téléphone portable à la main. Finalement, à 11h30, un message de Fabiane est arrivé. Fausse alerte, maman. Karina. Il a glissé, mais il va bien. Nous sommes rentrés. J'ai relu ce message 3 fois. Fausse alerte. Nous sommes déjà rentrés. Même pas un merci d'être venu. Même pas des excuses. Pas un mot d'inquiétude. Même pas un ça va? Rien. Je suis rentrée chez moi en bus. Toujours mouillée, toujours tremblante. Mais plus de froid, de rage, de douleur, de quelque chose d'innommable, mais qui me brûlait de l'intérieur comme de l'acide. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Assise dans l'obscurité de mon salon, j'écoutais. La pluie tambourinait contre la vitre, faisant ressurgir chaque détail dans ma tête. L'urgence. Dans la voix de Fabiane, ma course désespérée. L'argent que je transportais. L'heure que j'ai passée à attendre sans réponse. Pourquoi l'avait-il fait ça? Était-ce une épreuve? Un jeu cruel? Ou bien cela n'avait-il tout simplement plus assez d'importance pour m'as-tu dit que tout allait bien? Dimanche matin, le ciel était dégagé après l'orage. Je ne l'avais pas fait.
J'ai dormi les yeux collés toute la nuit. Je me sentais vide, creux, comme une coquille vide. Mais j'avais besoin de les voir. J'avais besoin de savoir que Karina allait bien. J'avais besoin de regarder mon fils dans les yeux et de lui demander pourquoi. À 10h30, je me suis habillée. J'ai mis ma jupe en jean et un chemisier couleur pêche. J'ai soigneusement peigné mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui... Il soutint mon regard. Yeux gonflés, rides profondes, expression vaincue. Je vais juste vérifier que tout va bien, me suis-je dit. 5 minutes et je pars. J'ai préparé le taupe depuis 5 heures du matin, parce que c'est ce que font les mères. N'est-ce pas? Même si ça vous brise le cœur, vous continuez à cuisiner pour eux. Vous continuez à leur témoigner votre amour du mieux que vous pouvez. Tu sais, j'ai marché les 8 pâtés de maison jusqu'à chez elles. Le soleil était haut, il faisait une chaleur torride. Je pouvais. J'ai entendu des rires à l'intérieur, de la musique, des voix joyeuses. J'ai sonné à la porte. J'ai entendu des pas. La porte s'ouvrit et Karina apparut, sans une seule égratignure, sans bandage, sans... Des ecchymoses, une peau parfaite, sans défaut, les cheveux lâchés et brillants au soleil. Nous nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang, de l'agacement pur et simple. Encore une. Cette fois, elle n'a pas crié. Sa voix a déchiré l'air du matin. Je t'ai déjà dit que les dimanches sont pour te reposer. Karina, c'est moi. Hier, on m'a dit que tu étais tombée. C'était un n'importe quoi. C'est fini. Pourquoi faut-il toujours que tu sois au-dessus de nous? J'ai aperçu quelque chose derrière elle. Fabian. Il était assis sur le canapé, regardant un match de football, une bière à la main. Il s'est tourné vers moi, mais ne s'est pas levé. Karina, s'il te plaît, je veux juste savoir, d'accord? Et elle a fermé la porte. Bang. Le bruit. Cela a résonné dans ma poitrine comme un coup de feu. Je suis restée là, tenant ce récipient Tupperware rempli de taupe. Je regardais la porte. Derrière moi, une voisine balayait son garage. Elle resta immobile, à me regarder. Puis elle détourna le regard. J'avais honte de moi. Mes jambes étaient lourdes comme du béton. J'ai commencé à marcher, sur le chemin du retour. Un pâté de maison, 2, 3. Au 4e pâté de maison, mes jambes m'ont lâché. Je me suis assise sur le banc sous un jacaranda et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant perdu. J'ai pleuré comme une veuve. J'ai pleuré comme une mère trahie. Une femme qui passait par là s'est arrêtée. Vous ne vous sentez pas bien, madame? Avez-vous appelé quelqu'un? Je n'ai pas pu. Quand j'ai essayé de répondre, j'ai simplement secoué la tête. Quand je suis finalement arrivée à mon appartement, il était 14 heures. J'ai mis le pot de molle au réfrigérateur. Je l'ai longuement contemplé, puis je l'ai sorti et j'ai tout jeté. Des déchets. La taupe que j'avais créée avec amour, avec espoir, avec le rêve de cela, avait encore de l'importance. Lundi était une journée grise. Je ne suis pas sortie de la maison. Je n'ai pas mangé. Je suis restée assise là, à fixer les murs, à ressentir comme si quelque chose en moi se mordait lentement. Mais mardi à 10 heures du matin, le téléphone a sonné et Karina m'a demandé. Mardi, c'en était trop, car certaines humiliations font mal. Mais certains actes effrontés sont exaspérants. Le téléphone vibra sur la table de la cuisine. Nom affiché. Karina. J'ai jeté un coup d'œil à ce nom clignotant et quelque chose en moi s'est tendu. 2 jours plus tôt, j'avais fermé la porte me fermait le nez. La veille, son mari, mon fils, m'avait fait courir jusqu'à un hôpital pour une urgence qui n'a jamais existé. Et maintenant c'était lui qui m'appelait, j'ai répondu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que 50 ans passés à prendre soin des autres vous transforment en une personne qui répond toujours, qui est toujours disponible, qui dit toujours oui. Eh bien, ma chère belle-mère,
Sa voix était mielleuse, écœurante, comme du sirop. Je te parle au téléphone. Comment vas-tu? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, n'est-ce pas? 2 jours. 2 jours s'étaient écoulés depuis que la porte avait claqué. Bien, j'ai menti. Oh, c'est super. Écoute, je t'appelle parce que j'ai besoin de te demander un énorme service. Tu sais, j'ai toujours pu compter sur toi, n'est-ce pas? Tu es une belle-mère formidable, incroyable. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Dites-moi. Eh bien, il s'avère que mes parents viennent passer 2 semaines chez nous. Tu connais ma mère? Elle est très pointilleuse surtout. Et la chambre d'amis est horrible. Les murs s'écaillent, les rideaux, ils sont vieux. Le matelas est affaissé. Je les plains de dormir là. Elle marque une pause. C'est dramatique. Je n'ai rien dit. Du coup, il faut que je rénove tout de toute urgence. Peindre. De jolis rideaux neufs comme ceux qu'on trouve à Liverpool. Un matelas orthopédique de bonne qualité. J'y suis déjà allée. Ils ont donné le prix. Environ 28 000 pesos. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? 28 000 pesos. Rien d'inhabituel. Mon loyer mensuel était de 4 200 euros. Mes dépenses pour la nourriture, l'électricité, l'eau et l'essence se sont élevées à 3 500 dollars supplémentaires. Je vivais avec 7 700 pesos par mois. 28 000 pesos représentaient presque 4 mois de ma vie. Vous avez des économies, n'est-ce pas, belle-mère? Je sais que vous avez toujours été très prudente, très économe. Je vous promets de vous les donner. Je rembourserai en 6 mois. Enfin, peut-être 8, parce qu'on a un peu de mal à joindre les deux bouts en ce moment, mais bon, bien sûr. Tu sais que Fabiane gagne bien 8 mois. Pendant que je parlais encore, dans mon désimage, on commençait à défiler dans mon esprit comme un film. Dimanche, la porte a claqué et je hurle. Le dimanche est fait pour se reposer. Samedi, la fausse urgence, mon course effrénée vers l'hôpital, mes 3200 pesos en poche au cas où. Fausse alerte. Les travaux dans le conteneur jetable il y a 3 semaines. Les jeudis de 16 heures à 18 heures, 2 heures autorisées, les humiliations, les commentaires sur mes vêtements, mes histoires ennuyeuses. Et avant tout cela, mon 2800 sur 50 000 pesos. L'acompte pour cette maison dont il me fermait maintenant la porte au nez. Maison où les parents de Karina dormiraient dans une chambre rénovée avec l'argent de Mei encore et encore. Quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait ni musique de fond, ni moment d'inspiration divine. C'était simple, comme quand un élastique est tellement étiré qu'il finit par casser. Je n'ai pas dit ça. Le mot est sorti de lui-même. Ferme, clair. Silence de l'autre côté. Quoi? La voix de Karina changea du tout au tout. Elle n'était plus douce, elle était glaciale. Comment ça, non? Je n'ai pas autant d'argent. Et même si je l'avais, je ne vous le donnerais pas. Vous êtes sérieux? Des solutions, pour l'instant? Elle ne m'avait jamais appelé par mon nom. Elle était toujours belle-mère. Après tout ce que nous avons fait pour vous, tout ce qu'ils ont fait pour moi. Qu'ont-ils fait pour moi, Karina? Te laisser venir chez nous, te supporter. Je t'invite chaque semaine à des repas de famille. Supporte-moi ce mot. Le dimanche est fait pour se reposer, ai-je dit, reprenant ses propres mots. Au revoir. Karina. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai posé sur la table, tremblant. Je le fixais comme s'il était un objet étrange, comme si les mains qui venaient de raccrocher n'étaient même pas les miennes. Le téléphone vibra. Karina appelait. Encore. Je n'ai pas répondu. Il a de nouveau vibré. Et encore. Et encore. 8. J'ai reçu des appels en 20 minutes. Je n'ai répondu à aucun. À 11 heures, un message de Fabiane est arrivé. Maman, qu'as-tu fait à Karina? Elle est très... J'étais contrariée. Je n'ai pas répondu. Un autre message. Sérieusement, il faut qu'on parle.
J'ai éteint le téléphone. J'ai raccroché, je me suis assis dans le fauteuil et, pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger. C'était comme si elle s'était enfin libérée d'un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle ne le sentait même plus. Mais cette paix ne dure que 6 heures. À 18 heures, j'ai entendu frapper violemment à ma porte. Maman, ouvre la porte. C'était Fabien. J'ai ouvert la porte. Il était rouge de colère, en sueur et portait une cravate. Sa veste était ample et froissée. Il entra sans y être invité. Qu'est-ce qui te prend cracha-t-il. Les mots. Pourquoi as-tu raccroché au nez de Karina? Pourquoi ne lui réponds-tu pas? Je suis restée là, à le fixer. Mon fils, le bébé que j'avais porté, le garçon que j'ai défendu contre les brutes à l'école, le jeune homme dont j'ai financé les études universitaires en vendant mes bijoux maman, cet homme qui me criait dessus dans ma propre maison. Fabiane, dis-je lentement. Dimanche, ta femme m'a claqué la porte au nez. Samedi, vous m'avez fait courir aux urgences pour une prétendue urgence qui n'existait pas. Et aujourd'hui, vous me réclamez 28 000 pesos comme si c'était une banque. Tu exagères toujours tout. Karina était stressée dimanche. Samedi, il y a eu un malentendu et l'argent est un prêt. Je comptais te rembourser. Non, quoi? Non, Fabiane, je n'ai pas autant d'argent. Et même si je l'avais, la réponse serait non. Son visage devint violet. Tu sais quoi? J'en ai marre de toi. Maman, tu fais des crises de colère. Karina a raison. Tu es manipulatrice. Tu te fais toujours passer pour la victime, toujours avec ton attitude. Je t'ai donné, j'ai tout sacrifié. Et tu sais quoi d'autre? Elle marque une pause cruelle. Karina? Moi. Il a dit quelque chose il y a quelque temps. Et il a raison. Tu n'as jamais accepté que j'aie ma propre famille. Tu veux continuer. Elle était le centre de ma vie. Mais j'ai grandi maintenant, maman. Je n'ai plus besoin de toi comme avant. Chaque mot était comme un coup de poignard en plein cœur. Il est parti en claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. Je suis restée là, abasourdie. Debout, au milieu de mon salon, je sentais mon cœur se briser en si petits morceaux que je ne savais même pas si certains battaient encore. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'avais plus de larmes. Des larmes. Je suis restée assise dans le noir et j'ai pensé, c'est fini, j'ai perdu mon fils. Mais ce que j'ignorais, c'est que, tandis que je sombrais dans la plus grande tristesse de ma vie, un vieux morceau de papier caché parmi mes affaires, ces documents allaient tout changer. J'ai passé 3 jours, enfermée dans mon appartement, 3 jours sans presque rien manger, sans douche, sans pouvoir ouvrir la porte, les rideaux. Le téléphone était toujours éteint. Elle ne voulait rien savoir de personne. Il y avait J'ai touché le fond, et ce fond était sombre, froid et solitaire. Mercredi après-midi, j'étais assise par terre dans ma chambre, entourée de cartons, de vieilles choses. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à ouvrir le placard du fond, celui où je rangeais des choses dont je n'avais plus besoin. Elle n'avait rien touché depuis des années. Peut-être avait-elle besoin de ressentir autre chose que de la douleur. Peut-être était-elle à la recherche de souvenirs, de l'époque où ma vie avait un sens. J'ai sorti une boîte en carton poussiéreuse. À l'intérieur, il y avait des papiers, de vieux reçus, des photographies et des documents provenant de la maison. Je l'ai vendu. Le contrat de vente était là. Je l'ai ouvert de mes mains. Chaki. Vente d'une propriété située au 8247, rue Jacarandas. Iztapalapa. Remède du fournisseur. Salazar, veuve de Ruiz. Montant. 2 850 000 pesos. Les lettres se sont estompées avec des larmes. Cette maison, ma maison, celle que Vicente et moi avons achetée avec tant d'argent. L'effort, celui que j'ai vendu pour mon fils. J'ai continué à lire, et puis j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu. Je me suis souvenu. L'article 7, en petits caractères.
Dans le cas où la vendeuse aurait besoin d'un logement en raison d'une situation de vulnérabilité économique, elle aura le droit de réclamer le remboursement de 950 000 pesos ajustés en fonction de l'inflation ou droit de cohabitation en propriété équivalente à celle de l'acheteur. J'ai lu cette clause 3 fois. L'avocat. La personne qui m'a aidé pour la vente m'avait expliqué quelque chose comme ça, mais je n'y avais jamais prêté attention. Je n'en aurais pas besoin, pensais-je. Après tout, c'est mon fils. Il prend toujours soin de moi. Quelle naïveté! Je n'arrêtais pas de cocher la case. Sous le... Il y avait une lettre dans le contrat. L'enveloppe jaunie portait mon nom écrit d'une écriture tremblante. Vicente. Mon cœur a fait un bond. C'était la lettre qu'il m'avait écrite avant. Il est décédé pendant ses 3 jours d'hospitalisation. L'infirmière me l'a remis avec son dossier. Des affaires. Je l'ai lu rapidement en pleurant. Mais je n'ai jamais fait attention à la fin, parce que la douleur me déchira en deux. Je l'ouvris avec précaution, comme s'il était fait de verre. Mes remèdes, ma belle. Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus avec vous. Pardonnez-moi de vous avoir quitté. Seule. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir voir grandir notre Fabiane. Prenez bien soin de lui. Mais souviens-toi de ceci, mon amour. Prendre soin des autres ne signifie pas devenir leur esclave. Un fils qui n'apprend pas à apprécier le sacrifice de sa mère est un fils qui n'a pas appris à devenir un homme. Ne, ne laissez personne vous piétiner, ni les étrangers, ni la famille, ni même notre propre enfant, si un jour oublie d'où tu viens. La dignité ne s'hérite pas, espèce d'idiot. Ça nous apprend, et ça nous apprend à poser des limites. Même si ça fait mal, je t'aime, je t'aimerai toujours. Mais promets-moi de ne jamais les laisser éteindre ta lumière, Vicente. Les larmes. Ils tombèrent sur le papier, effaçant quelques mots. Vicente le savait depuis 26 ans. Depuis son lit d'hôpital, il savait déjà que j'avais ce défaut, celui de me donner entièrement, disparaître. La dignité s'apprend en posant des limites, même si c'est douloureux. J'étais assise par terre, serrant cette lettre contre moi, tandis que quelque chose changeait en moi. Ce n'était pas soudain, c'était comme l'aube. D'abord l'obscurité, puis le gris, puis la lumière. L'horizon se dévoila, et avec cette lumière vient la clarté. J'allumai mon téléphone. J'avais 47 ans. Appel manqué. 28 de Karina, 19 de Fabiane. Message reçu en alternance des deux. Entre colère et manipulation. Karina, tu es égoïste. Remedios. J'espère que lorsque tu seras vieux et seul, tu te souviendras de ça. Fabiane. Maman, j'ai besoin de toi. Parlons-en. Karina est très contrariée à cause de toi. Je les ai tous supprimés. J'ai composé un numéro qui... Je l'avais conservé précieusement pendant des années. Maître Bernardo Campos, l'avocat qui m'a aidé à vendre ma maison. Ici, Remedios Salazar. J'ai besoin de vous poser une question urgente concernant un contrat que j'ai signé il y a 3 ans. Jeudi après-midi, il frappait de nouveau à ma porte. C'était Fabien, mais... Cette fois, elle semblait terrifiée. J'ai ouvert la porte. « Maman, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai besoin... Te parler est important. » J'ai laissé tomber. Il s'est assis sur le canapé. Il passa ses mains sur son visage. Il était pâle. Tu savais que Karina ne travaille plus? L'air s'est figé. Quoi? J'ai appelé votre entreprise aujourd'hui. Ils m'ont dit que... Il a démissionné il y a 14 mois. 14 mois, maman. Et pendant tous ces mois, il a été aimant. Elle se prépare le matin, part avec sa mallette, et je pensais que j'allais à son bureau. Sa voix s'est brisée. J'ai vérifié les relevés bancaires. Retrait. Chiffre d'affaires quotidien d'un casino. Le Real Fortune Casino. 800 500 $. Presque tous les jours, vous faites vos courses à Liverpool, au Palacio de Hierro, tout débité sur ma carte de crédit. Maman a une dette de jeu de 180 000, des pesos.
Il se couvre le visage de ses mains. 180 000 pesos au casino, alors qu'il m'en demandait 28 000 pour rénover la chambre d'amis. Je l'ai confronté, a poursuivi Fabian. Il a tout nié, puis il a pleuré, puis il m'a crié dessus que c'était de ma faute si je ne lui en avais pas donné assez. Il avait de l'argent pour ses dépenses. Il méritait de s'amuser car il travaillait dur à la maison. Il travaillait. Nous avons Doña Chela qui vient faire le ménage 3 fois par semaine. Je l'ai regardé. Mon fils, enfin, témoin de la vérité. Fabian, dis-je lentement. Il y a 2 semaines, votre femme m'a claqué la porte au nez après que j'ai vendu ma propriété pour que vous puissiez l'obtenir. Cette maison. Il y a 1 semaine, tu m'as obligé à aller aux urgences. Faux, et il y a 4 jours, tu m'as demandé de subir les humiliations de Karina parce que Elle était manipulatrice et théâtrale. Il baissa la tête. Maman, pas moi. Plus maintenant. C'est fini. J'ai sorti le contrat que j'avais étudié avec Monsieur Campos. Il s'agit du document de vente de mon chez-moi. Il est indiqué ici que j'ai le droit légal de réclamer une indemnisation ou un logement. Je vais pour exercer ce droit. Fabian me regarda avec de grands yeux. Quoi? Demain, mon avocat enverra les documents officiels. Ou bien ils me verseront 100 000 pesos, montant ajusté à l'inflation. L'inflation ou mon droit de cohabiter dans un logement équivalent. Votre maison, la mienne. À la maison. Maman, tu ne peux pas. Si, je peux, et je le ferai. Elle se leva en titubant. Ça va tout détruire. Karina va apprendre. Dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas comme mienne, froide, ferme. Cette dignité est inestimable. Et toi, tu vas apprendre qu'une mère n'est pas un distributeur automatique de billets doté de sentiments. Ce que nous ignorions tous les deux, c'est que dans moins de 72 heures, toute la vérité éclatera au grand jour. Cela allait exploser d'une manière totalement inattendue. Et à ce moment-là, il n'y en aurait plus aucun. Pour revenir en arrière. Cette nuit-là, Fabian n'a pas dormi chez lui. Je le sais parce qu'il m'a appelé. 2 heures du matin, depuis un hôtel. Sa voix était brisée, comme si elle avait pris 10 ans en une journée. Maman, j'ai trouvé d'autres choses. Quoi donc? J'ai tout vérifié, les cartes de crédit, ses relevés bancaires, même son téléphone portable. Il y a des messages échangés avec des amis du casino. Des messages où elle se vante que son mari idiot ne remarque rien, où elle dit que vous êtes une vieille femme aigrie qui, il veut juste récupérer son argent. J'ai entendu sa voix se briser. Il y a des reçus d'un spa très cher à Polanco. 12 000 pesos pour des soins du visage. Des vêtements que je ne lui ai jamais vu porter. Elle va sûrement le vendre. Maman m'a volé. Elle m'a menti. Et je t'ai crié dessus. Je l'ai traitée de manipulatrice. Je t'ai dit que je n'avais plus besoin de toi. Elle a pleuré. Mon fils de 42 ans a pleuré comme un enfant au téléphone. Veuillez m'excuser. Pardonne-moi. Quelque chose en moi s'est adouci, mais à peine, car le pardon sans changement. La réalité ne sert à rien. Fabian, tu dois décider quel genre d'homme tu veux être. Celui qui défend sa femme coûte que coûte, ou celui qui défend la justice quoi qu'il arrive. J'ai raccroché avant pour y répondre. Vendredi matin, je préparais du café quand la sonnette retentit. C'était Doña Lydia, ma voisine, une dame menue, une femme de 70 ans qui sentait toujours le savon à la rose et les potins frais. Remedios, il faut que je te parle, c'est important. Je l'ai fait entrer. Elle s'est assise sur le bord du... Assise nerveusement dans un fauteuil, elle tordait son châle entre ses mains. Je ne savais pas si je devais te le dire ou non, mais après ce que j'ai découvert hier, je ne peux plus rester silencieuse. Que s'est-il passé? Mercredi, je suis allée à la pharmacie du quartier. Vous savez, c'est là qu'il travaille. Patty, la nièce de ma marraine. Elle était là quand votre belle-fille est arrivée. Je ne sais pas. Il l'a vue.
Elle parlait fort au téléphone, comme si le monde lui appartenait. Doña Lidia s'approcha, baissant la voix comme si quelqu'un pouvait nous entendre. Elle dit: Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà réglé le problème de cette vieille dame curieuse. J'ai raconté à tout le monde qu'il avait volé une bague en or que ma grand-mère était censée m'avoir léguée. On verra bien qui le croira. Et là, je deviens curieuse. J'ai fait tomber mon café, la tasse. Il s'est brisé sur le sol. Quoi? Tu m'as bien entendu, ma fille, ta belle-fille. Tu as raconté à tout le quartier que tu lui avais volé une bague, que tu avais profité d'elle lorsqu'elle était aux toilettes pendant une visite. Sors-le de sa boîte à bijoux, c'est pour ça qu'il ne te laisse plus aller chez eux. La rage me monta à la gorge. Lave en fusion. Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Rien. Je sais, Remède. Tous ceux qui te connaissent le savent, mais elle a une langue de vipère. Elle a déjà convaincu la moitié du quartier. Hier, au marché, Madame Terre m'a demandé si c'était vrai que tu avais été pris en flagrant délit de vol. Je me suis levée en tremblant. Non pas par peur, mais par pure fureur. Doña Lidia, pouvez-vous m'aider? Tu as besoin de ça, ma fille. Je lui ai tout raconté. La porte qui claque, la fausse urgence, le casino, les dettes, l'argent que j'ai donné pour la maison, tout. Doña Lidia m'a écouté, avec ses yeux s'agrandissent de plus en plus. Cette femme est le diable en personne, des faux cils. Elle a fini par dire: Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui montrer que une femme de 68 ans qui a survécu à la pauvreté, au veuvage et à 30 ans, en cousant des uniformes, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds par un menteur sans scrupules. Doña Lidia sourit. Maintenant je vous reconnais, Remédie. Voilà la femme que je connais. Quant elle, j'ai donc appelé Maître Campos. Maître, il me faut accélérer la procédure. Je souhaite déposer ma notification. Ce dimanche, des recours légaux seront engagés publiquement. Cela pourrait être intense. C'est ce que je veux. Que ce soit intense. Que toute la famille de Karina soit là, pour qu'ils puissent voir qui elle est vraiment. Il y eut un silence. Je comprends. Je prépare tout, mais j'ai besoin qu'elle en est absolument certaine. Une fois cette étape franchie, il n'y a pas de retour en arrière possible. J'en suis sûre, plus sûre que jamais auparavant. Samedi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Madame Remedios, ici, Javier Mendoza. Je suis le père de Karina. Mon cœur s'est emballé. Dis-moi. Écoute, madame, ma fille m'a dit qu'il y a des désaccords, et je voulais que vous le sachiez. Nous n'étions pas au courant de beaucoup de choses. Fabian m'a appelé hier. Il nous a parlé du casino, des dettes, des mensonges. Il a marqué une longue pause. Ma femme et moi, nous sommes anéantis. Nous avons élevé Karina avec des valeurs fortes. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, mais je tiens à vous informer que si ce que Fabian dit est vrai au sujet de l'argent que vous avez investi dans la maison, nous allons pour aider à résoudre ce problème. Monsieur Ravière, j'apprécie votre appel, mais cela ne se réglera pas uniquement avec de l'argent. Je le comprends. C'est pourquoi j'en demande. Ça tombe bien. On sera chez Fabian dimanche. Karina a organisé une réunion de famille. Je ne sais pas si tu étais au courant. Il dit que c'est pour dissiper les malentendus. Je lui demande de partir, de nous donner une chance. Pour régler ça en famille. Une réunion de famille. Karina organise finalement quelque chose. Que s'était-il passé? Quelle coïncidence! J'y serai, ai-je dit à mon avocat. Un silence pesant s'installe. Son avocat. Oui, maître Javière, car les jolies photos ne suffisent plus. Il me faut des papiers signés. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais éveillée à organiser des documents. Le contrat de vente, reçu de virement bancaire, lettre de Vicente, devis de l'avocat Campos, le montant actualisé de ma contribution s'affichait.
Je me suis regardée dans le miroir. J'avais des cernes très marquées et des rides que je n'avais jamais eues auparavant. J'avais déjà remarqué des cheveux gris qui nécessitent des retouches. Mais mes yeux, leur regard brillait différemment. Ce n'était plus le regard d'une femme vaincue, c'était le regard d'une femme qui avait, elle était déterminée à se battre. Dimanche allait être le jour où Karina Mendoza apprendrait que tout ne se passerait pas comme prévu. Les belles-mères se laissent humilier, et certaines finissent par se réveiller. Ils ont une morsure de lion. Dimanche 18 novembre. 7 jours après le claquement de porte qui a changé ma vie, je me suis réveillée à 6 heures du matin. J'ai pris un bain tranquille. J'ai enfilé ma jupe grise et un chemisier blanc impeccable que j'avais repassé la veille. Et les boucles d'oreilles en argent que ma maman m'a offertes pour mes 15 ans. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit: aujourd'hui, tu retrouves ta dignité. Remedios. L'avocat Campos est arrivé chez moi à 11 heures. Il portait une mallette en cuir et un épais dossier rempli de documents. Prête? Il me l'a demandé plus souvent que jamais. Nous sommes arrivés à la maison à midi pile, car la dignité ne s'improvise pas. Il était tard. 4 voitures étaient garées dehors. J'ai reconnu la voiture des parents de Karina, la de ses sœurs, de son oncle qui vivait à Querétaro. Ils étaient tous là. Parfait. J'ai sonné à la porte, cette fois non pas avec peur, mais avec détermination. Karina a ouvert la porte. Elle portait un robe couleur crème, talons hauts, maquillage impeccable. Elle me regarda avec dédain. Puis, il a vu l'avocat. Qui est-ce? Mon avocat, Bernardo Campos. Son visage changea. Et vous? Allez-vous nous laisser passer ou allons-nous faire quelque chose? Est-ce que ça se passe dans la rue? Ai-je demandé d'un ton ferme. Karina s'est écartée, perplexe. Nous sommes entrés. Le salon était plein. Les parents de Karina étaient assis sur le canapé principal, ses 2 sœurs sur les chaises. Fauteuil individuel. Oncle Germain près de la fenêtre, Fabiane debout à côté, vers la cheminée, pâle comme du papier. Tous les regards se tournèrent vers nous. Bonjour, dis-je. Merci de nous recevoir. La mère de Karina se leva nerveusement. Remedios, quel plaisir de te voir. Entre, assieds-toi. Je préfère rester debout. Merci. Karina croisa les bras. Est-ce possible? Savez-vous ce que cela signifie? Pourquoi faites-vous venir un avocat chez moi? Chez nous. L'avocat Campos a rectifié l'erreur, ou plus précisément, la maison qui était rendue possible grâce à un don de 2,850 000 pesos de Madame Remedios Salazar. Silence de mort. L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit des documents. J'ai ici le contrat de vente signé il y a 3 ans. Madame Remedios a vendu sa propriété. Un membre de la famille doit fournir l'intégralité de l'acompte pour ce bien. Le contrat contient une clause qui établit que droit légal à un rétablissement économique ou à la cohabitation. Javier, le père de Karina, est devenu pied. Attendez, attendez. Nous ne savions pas parce que votre fille ne vous l'a jamais dit. La vérité. Je l'ai interrompu, non plus d'une voix tremblante, mais d'une voix d'acier. Jamais eux. Elle a dit qu'elle m'avait claqué la porte au nez il y a 1 semaine, ce qui m'a poussé à me précipiter à l'hôpital. Un faux urgentiste qui m'a demandé 28 000 pesos pour rénover une chambre alors qu'il a des dettes de casino de 180 000 pesos. Pesos. La mère de Karina étouffa un cri. Casino. C'est un mensonge! S'écria Karina. Elle invente des choses parce qu'elle est amère. Je suis rancunière. J'ai sorti mon propre dossier. Voici les virements bancaires. L'acte de vente de ma maison, signé devant notaire. Voici les reçus de l'hôpital Angeles. Le samedi 10 novembre, j'ai passé 1 heure à la chercher parce que Fabiane m'avait dit qu'elle avait eu un accident. Voici le devis que m'a donné l'avocat. Ma contribution, ajustée à l'inflation,
équivaut actuellement à 1100 000 pesos. J'ai posé chaque document sur la table basse avec un calme glacial. Et c'est là que j'ai poursuivi. Voici la déclaration signée de Madame Lydia Torres, qui, je l'ai entendue à la pharmacie dire à sa mère qu'elle avait inventé une histoire selon laquelle je lui aurais volé une bague en or pour me discréditer dans le quartier. La sœur aînée de Karina s'est levée. L'avez-vous fait? Quoi? Karina était rouge de colère et tremblait. Je n'ai pas à supporter ça. Tu es folle. Vieille femme aigrie, sors de chez moi, ce n'est pas ta maison, a déclaré l'avocat Campos, froidement. Juridiquement, Madame Remedios a le droit de réclamer une indemnisation, le droit d'habitation ou le droit de séjour immédiat. Nous sommes ici pour vous en informer officiellement. Javier passa ses mains sur son visage. Sa femme, Laura, pleurait en silence. Karina, dit Javier, la voix brisée. C'est vrai pour le casino. Fabiane parla au nom de incompréhensible, peut-être pour. C'est la première fois. C'est vrai, beau-père, tout est vrai. J'ai trouvé les relevés bancaires, les dettes, tout. Karina se tourna vers lui comme une vipère. Tu m'as promis de ne rien dire, traître. Traître. Fabiane fait un pas vers elle. C'est moi l'idiot qui t'ai laissé humilier ma mère pendant 3 ans parce que je ne voulais pas d'ennui. L'idiot qui a crié sur la femme qui a vendu sa maison pour qu'on puisse avoir celle-ci. Laura, la mère de Karina, s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. Madame Remedios, je ne sais pas quoi dire. Nous paierons. Nous vendrons ce que nous devons vendre. Nous allons le vendre, mais nous vous rembourserons intégralement. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Laura, ai-je dit. Ralentissez, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de dignité. Votre fille doit apprendre cela. Les gens ne sont pas jetables. Les mères ne sont pas des distributeurs automatiques de billets. Le respect ne se mendie pas, il s'exige. Karina explose. Tais-toi. Personne ne t'a demandé de vendre ta maison. Tu l'as fait toi-même. Et maintenant, vous êtes venu ici pour recouvrer votre dû comme un usurier. Le silence qui suivit fut pesant, qu'il le sentait au plus profond de lui-même. Javier s'approcha de sa fille et lui parla avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Froide, déçue. Karina Mendoza, tu me donnes? C'est scandaleux. On vous aide à couvrir vos dépenses supplémentaires depuis des mois. Maintenant, je comprends où est passé cet argent. On va au incompréhensible, incompréhensible demain. Tu vas quitter le casino et fermer tous tes comptes là-bas, et tu vas chercher un vrai travail. Papa, ne me parle pas. Tu m'as laissé tomber. Tu nous as tout laissé tomber. J'ai regardé Fabiane. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Maman, dit-elle, la voix brisée. Je suis désolée. Pardonne-moi. Mais le pardon, comme je l'ai dit à mon fils cet après-midi-là, ne se donne pas gratuitement. Il se mérite. Et ce qui se passa ensuite, dans les jours qui suivirent, allait déterminer si ma famille avait des réparations ou s'il y avait des choses cassées qu'on ne pouvait plus recoller. Ce dimanche après-midi, après les durant la confrontation, personne ne bougea pendant ce qui sembla des heures, mais ne dura que quelques minutes. Finalement, Javier rompt le silence. Silence. Madame Remedios, veuillez vous asseoir. Nous devons en discuter calmement. Je me suis assise, non pas parce que je me sentais faible, mais parce que c'était la chose à faire. Javier regarda sa fille avec un mélange de déception et de colère qu'il n'avait jamais vu chez un père. Karina, va dans ta chambre. Maintenant. Mais papa, maintenant. Karina s'est enfuie en sanglotant. Ses sœurs la suivirent plus par curiosité que par soutien. Lorsqu'elles partirent, Javier s'assit en face de moi. Laura, sa femme, essuya ses larmes et prit ma main. Madame Remedios,
Nous n'aurions pas de mots pour nous excuser si nous avions su. Mais il ne savait pas, ai-je dit, doucement. Parce que vous avez élevé votre fille avec des valeurs et qu'elle a décidé pour leur cacher sa véritable identité. L'avocat Campos s'éclaircit la gorge. Messieurs, je comprends la situation émotionnelle, mais nous avons des questions juridiques à régler. Madame Remedios a droit à 111 000 pesos ou à une allocation de cohabitation dans cette propriété. Javier acquiesça. Nous le savons et nous paierons, mais il nous faudra du temps. Nous ne disposons pas de cette somme immédiatement. Pareil pour moi. De combien de temps avez-vous besoin? Ai-je demandé. Nous avons un logement à louer. À Cuernavaca. On peut la vendre. En 3 mois, 4 au maximum, on aurait tout l'argent. J'ai regardé l'avocat. Il hocha légèrement la tête. C'était une proposition raisonnable. Mais il y a des conditions, dis-je. Ce que vous voulez. D'abord, Karina doit trouver du vrai travail. Pas du faux travail, du vrai travail. Et envoyer reçu mensuel. C'est fait, dit Javier sans hésiter. Deuxièmement, elle doit suivre une thérapie pour son addiction au jeu, avec justificatif de paiement en plus. Laura acquiesça avec ferveur. Nous y avions déjà pensé. Il a un problème et a besoin d'aide professionnelle. Troisièmement, je veux qu'elle rembourse sa dette de casino de 180 000 pesos. Et toi? Non, Fabian. Il en a déjà assez porté. Fabian, qui était resté silencieux. Moi. Elle le regarda avec des yeux brillants. Maman. Non, mon fils. Tu as été une victime, toi aussi. Elle t'a menti. Elle t'a manipulé. Tu ne paieras pas pour ses erreurs. Javier a tendu la main. Marché conclu. Nous réglerons cette dette. Maître Campos a préparé le dossier. Un document préliminaire fut rédigé sur place. Javier et Laura le signèrent, s'engageant à payer 111 000 pesos. En plusieurs versements, 200 000 dollars par mois pendant 5 mois, plus 100 000 dollars le 6e mois. Moi. Quand nous avons terminé, il était déjà 16 heures. Fabian m'a accompagné dehors. Pendant que l'avocat rangeait les documents dans sa voiture, je l'ai regardé. Maman, il faut que je te dise quelque chose. J'ai trouvé le châle, celui que tu as offert à Karina le jour de notre mariage. Mon cœur s'est emballé. Où était-il? Elle l'a vendu il y a quelque temps. J'ai travaillé 2 ans dans un magasin d'antiquités à La Lagunilla. J'ai gagné 4 500 pesos. D'après un message que j'ai trouvé, c'est lui qui m'a donné un coup de poing. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le estomac. Le châle de ma mère, celui de ma grand-mère, vendu comme un vieux chiffon pour 4 500 pesos. Mais je les ai récupérés, poursuivit rapidement Fabian. Hier, je suis allée partout. J'ai demandé dans les boutiques de Lagunilla. Je l'ai trouvé dans l'une d'elles. Je l'ai payé 12 000 pesos pour le récupérer. Elle prit un sac en tissu dans sa voiture. À l'intérieur se trouvait mon châle, le un bleu profond avec des fleurs dorées, un peu délavé. Mais il était là. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des jours, j'ai pleuré de soulagement. Merci, mon fils. Non, maman. Merci à toi. Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir appris qu'aimer ne signifie pas tolérer les abus. Nous nous sommes enlacés dans la rue, sous le soleil de novembre, tandis que les voisins nous observaient discrètement depuis leurs fenêtres. Les jours suivants furent étranges. Karina trouva un emploi de caissière dans un supermarché. Ses parents l'avaient forcée à l'accepter. Au début, elle a fait des grimaces. Elle a pleuré. Elle a dit que c'était humiliant. Mais Javier est resté ferme. Soit tu travailles, soit tu quittes le domicile familial et tu te débrouilles seule. Elle a commencé une thérapie pour accro au jeu 3 fois par semaine. Laura m'envoyait des photos du... Les reçus sont scrupuleusement conservés. Fabian a temporairement déménagé dans la chambre d'amis. Je dois réfléchir à la question de savoir si je veux rester mariée avec elle,
m'a-t-il dit au téléphone un soir. Je ne lui ai pas donné de conseils. C'était son chemin, pas le mien. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant. Troisième semaine. Karina m'a appelé. Sa voix était différente, fatiguée, humble. Madame Remedios, pouvons-nous parler? Dites-moi, je tiens vraiment à m'excuser. Pas seulement parce que je ne dis pas de belles paroles pour me mettre en valeur, mais parce que je comprends les dégâts. C'est ce que j'ai fait. Il marque une longue pause. En thérapie, ils m'aident à voir les choses. C'est comme si j'utilisais le jeu pour combler un vide. C'est comme si j'avais maltraité les gens qui m'aimaient parce que je suis malheureuse avec moi-même. Comme si tu n'avais jamais été le problème. C'était moi. Non. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne, mais je le souhaite. Faites-leur savoir que je vais changer, non pas pour vous, mais pour moi, car je ne veux plus être cette personne que je vois dans le miroir. Karina, dis-je lentement, le vrai changement. Cela prend du temps et se démontre par des actes, pas par des mots. Lorsque vous voyez ces actes, nous pourrons alors parler de pardon. Je comprends. Merci de m'avoir écouté. Elle a raccroché. Je ne sais pas si elle était sincère. L'avenir nous le dira. Mais j'avais déjà retenu la leçon. Leçon retenue. Je ne sacrifierai plus jamais ma dignité en espérant que les autres changent. Désormais, seul mon changement comptait. Et ce changement ne faisait que commencer. Car ce qui s'est passé ensuite, au cours des mois suivants, a non seulement reconstruit ma relation avec Fabiane, mais m'a aussi appris beaucoup de choses. Quelque chose que j'avais oublié depuis des décennies. Comment vivre pour moi-même? 4 mois se sont écoulés depuis ce dimanche. 4 mois durant lesquels ma vie a basculé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le premier versement. Il est arrivé à temps. 200 000 pesos ont été déposés sur mon compte le 25 novembre. Javier a tenu parole. Avec cet argent, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des années. Je suis allée chez le dentiste. J'ai fait soigner 3 dents qui me faisaient mal. Mais je ne m'en étais jamais occupée car j'avais assez d'argent pour d'autres choses. J'ai acheté des vêtements neufs, pas des vêtements de marché aux puces, mais des chemisiers de grands magasins, des chemisiers que j'ai achetés. Elles me faisaient me sentir belle, des chaussures confortables, un manteau couleur bordeaux que j'adorais. Quand je l'ai vu, la vendeuse dans la cabine d'essayage m'a regardé bizarrement, tellement j'étais excitée d'essayer des vêtements. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Achète quelque chose de neuf, n'est-ce pas? M'a-t-elle demandé avec un sourire. 30 ans, j'ai répondu. Et nous avons ri tous les deux, même si j'avais les larmes aux yeux. Le deuxième paiement. J'ai reçu en décembre 200 000 pesos supplémentaires. Avec cet argent, j'ai commencé à chercher un appartement. Je voulais quelque chose de petit mais correct, avec de la lumière naturelle, proche du marché, avec des voisins. Sympathique. Je l'ai trouvé dans le quartier de Portales, un appartement au 2e étage. Appartement avec petit balcon donnant sur un parc, 2 chambres, cuisine équipée, salle de bain rénovée. Elle a coûté 380 000 euros. Je l'ai payé content. Pour la première fois de ma vie, j'ai acheté quelque chose qui m'appartenait entièrement, sans hypothèque, sans « je ne dois rien à personne ». Le jour où j'ai reçu les clés, j'ai pleuré dans cet appartement. Vide, à genoux sur le sol, je remercie Vicente, ma mère, la vie pour donner moi une seconde chance. Karina a continué à travailler. Fabiane m'a envoyé des photos prises à son insu, des photos de Karina en uniforme de supermarché, fatiguée, sans maquillage impeccable, avec ses cheveux étaient simplement tirés en arrière. Elle se plaint tous les jours, m'a-t-elle dit. Un après-midi, Fabien est venu me rendre visite dans mon nouvel appartement. Il a dit qu'il avait mal aux pieds, que les clients étaient « elle est impolie ».
Elle est fatiguée. Bienvenue dans le monde réel, ai-je dit sans méchanceté. Seulement la vérité. Fabian sourit tristement. Le thérapeute dit qu'il a des progrès. Il n'a pas mis les pieds au casino depuis 2 mois, mais je ne sais pas si je pourrais y retourner. Fais-lui confiance. Mon fils, toi seul peux en décider. Mais souviens-toi, l'amour, sans le respect, n'est qu'une coutume, et la coutume ne suffit pas pour construire une vie. Nous étions assis en silence, à boire du café sur mon nouveau balcon, à regarder les enfants jouer, le parc en bas. Tu sais ce qui est le plus triste, finit-il par dire, que tout. Je le savais depuis le début. Au fond de moi, je savais que quelque chose clochait, mais c'était plus facile à dire. Il vaut mieux l'ignorer que de l'affronter. Il est plus facile de vous reprocher d'exagérer que de vous accuser d'exagérer. J'ai admis que ma femme avait un problème. C'est ce qu'on appelle la complicité passive, ai-je dit, et ça fait aussi mal qu'une trahison pure et simple. Il baissa la tête. Je le sais, et j'en ai honte. Tellement, maman. Je lui ai serré la main. Les regrets qui n'entraînent aucun changement ne sont que de l'apitoiement sur soi-même. Mais je vois que ça change. C'est ce qui compte. Le 3e versement est arrivé en janvier, en février le 4e. En mars, j'ai reçu un appel de Doña Lupita, la marraine de Vicente, qui travaillait dans une station de radio communautaire. Remedios, tu te souviens que j'ai ça, programme Récit de vie? Oui, bien sûr. J'ai besoin que vous veniez raconter votre histoire. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai besoin que d'autres femmes entendent votre témoignage. Comment avez-vous posé vos limites? Comment vous en êtes-vous remise? Votre dignité? Au début, j'ai hésité sur ce que je devais dire. Comment j'allais donner l'impression de raconter ma vie à la radio? Mais j'ai ensuite pensé à tous les remèdes qui existent dans le monde. Les mères qui, elles, se sont rendues invisibles par amour, les belles-mères humiliées en silence, les femmes. Ils ont tout gardé et n'ont reçu que des miettes. Je m'en vais, ai-je dit. L'émission a été diffusée un mardi à 15 heures. J'étais en studio pendant 1 heure pour raconter mon histoire. Doña Lupita était respectueuse, elle m'a posé des questions intelligentes, elle m'a laissé de l'espace. Pleurer quand j'en avais besoin. Je n'ai donné ni nom, ni adresse, mais j'ai dit la vérité. Le lendemain, la station a reçu 247 appels. Appels. 247 femmes souhaitent partager des histoires similaires. Belle-mère, mère maltraitée et ignorée, grand-mère utilisée comme babysitter gratuite et puis jetée. Doña Lupita m'a appelé en pleurs. Remedios, as-tu touché quelque chose? Profondément, très profondément. 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre à la gare, à la radio. Elle appartenait à une dame de Naucalpan. Doña Remedios, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci. Merci de m'avoir donné le courage de dire non à ma belle-fille qui me demandait 15 000 pesos par mois. Il n'a jamais remboursé. Hier, je lui ai dit que c'était fini. J'ai pleuré, ma voix tremblait, mais je l'ai fait. Et quand j'ai raccroché, je me suis sentie libre pour la première fois en 5 ans. Elle m'a sauvée. Que Dieu la bénisse. J'ai encadré cette lettre et elle est accrochée dans mon salon. Nouveau. Le 5e versement est arrivé en mai. Le dernier, de 100 000 pesos, est arrivé en juin. Déjà. J'avais la somme totale de 1 100 000. Fabian est venu me voir ce jour-là. Il a apporté des papiers. Maman, Karina et moi avons signé les papiers du divorce. C'est officiel. Je l'ai regardé. Il avait l'air plus mince, mais plus calme, comme s'il s'était libéré d'un poids. Ça va? Oui. Pour la première fois depuis des années. Oui. Elle va vivre avec ses parents, restent avec lui le temps qu'ils finissent de rembourser sa part de la dette du casino. Je reste à la maison, et je voulais que tu le saches. Quelque chose. Il a sorti un autre document.
Voici l'acte de propriété. Je l'ai mise. En ton nom aussi. 50% à moi, 50% à toi. Légalement, car cette maison a toujours été autant la tienne que la mienne. J'ai touché ma poitrine. La situation devenait tendue. Mon fils, je n'en ai pas besoin. Si tu en as besoin, tu dois savoir que ton fils. Elle a finalement compris la leçon. L'amour se manifeste par les actes. La gratitude n'est pas qu'un joli mot sur les cartes de la fête des mères. On s'embrasse longuement, serrant, de ceux qui guérissent les vieilles blessures. Et en le serrant dans mes bras, je savais que mon histoire ne s'est pas arrêtée là, car ce qui est venu ensuite, le, le véritable cadeau dans tout cela, ce n'était pas l'argent récupéré, c'était de découvrir qui j'étais, plus qu'une simple mère, une simple belle-mère, la femme laissée sans ressources. Recevoir. Une année entière s'était écoulée depuis ce dimanche de confrontation. C'était de nouveau novembre, le mois du changement. J'étais sur mon balcon en train de prendre des photos. Café dans une tasse en terre cuite, avec vue sur le parc. Je fais ça tous les matins maintenant. Non pas parce que je n'avais rien à faire, mais j'avais compris que je méritais ces moments de paix. Mon appartement n'était plus là. L'endroit paraissait vide. Il avait tapissé les murs de photos. Vicente et moi, jeunes. Fabiane, enfant. Ma mère dans sa... Il y avait aussi des plantes, des fougères, des violettes africaines, une petite plante, un rosier en pot que Fabiane m'a offert. Et sur le mur principal, encadré par le verre, contenait le châle bleu à fleurs dorées. Le téléphone sonna. C'était Fabiane. Maman, je peux passer cet après-midi? J'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, mon fils. Je fais des biscuits aux noix. Elle est arrivée à 17 heures. Elle avait l'air surprise. Cette expression qui, on a, ce sentiment quand on garde de bons secrets. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-elle lâché. Moi. J'ai figé. As-tu rencontré quelqu'un? Elle s'appelle Patricia. Elle est ingénieure, elle aussi. Elle travaille dans mon entreprise, mais à un autre étage. Je l'ai rencontrée lors d'une formation de perfectionnement il y a 3 mois. Ma mère est différente, simple, honnête. Elle me traite bien sans être surprotectrice. Elle me pousse à me dépasser. Quand je fais une erreur, je souris. Et toi, tu lui dis quand tu fais une erreur? Oui, je lui ai tout dit. À propos de Karina, du casino, de ce que je t'ai fait. Tout. Sais-tu ce qu'il m'a dit? Quoi? Qu'il respectait ce que j'avais appris, mais que son véritable test serait de voir comment je réagirais. Ma mère. Qu'un homme qui ne respecte pas sa mère finira par ne pas respecter sa partenaire. J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté, non pas pour moi-même, mais pour mon fils, qui apprenait enfin. Je veux. Apprends à la connaître, mais seulement si tu le souhaites, maman, sans pression. J'adorerais la rencontrer. La semaine suivante, Fabiane a amené Patricia déjeuner. C'était une femme d'une quarantaine d'années. En, corpulence moyenne, porte des lunettes, sourire avenant. Arrivée avec un bouquet de marguerites et une tarte au citron qu'elle avait faite elle-même. Madame Remedios, m'a dit Fabiane. Je sais beaucoup de choses sur vous. J'espère que nous pourrons apprendre à nous connaître sans faux semblants. Sans faux semblants. Quoi? Contrairement à Karina, qui dès le premier jour avait mesuré, calculé, manipulé, nous avons mangé en toute tranquillité. Patricia m'a posé des questions sincères sur ma vie, mon travail de couture. Comment était Vicente? Quand je lui ai montré le reboot, ses yeux se sont remplis de larmes. Quelle belle pièce et quelle histoire. C'était douloureux. Mais je suis content qu'il se soit rétabli. Il n'a rien demandé. Il n'a pas porté de jugement critique sur mon appartement. Il n'a fait aucun commentaire sur mes vêtements ou mon âge. C'était simplement amical, respectueux, sincère. Quand ils sont partis, Fabiane m'a serré dans ses bras sur le seuil. Quoi penses-tu que c'est une bonne femme et que tu as trop évolué pour le reconnaître?
2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite inattendue. Karina a frappé à ma porte. Mardi après-midi. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vue là, je l'ai presque instinctivement refermée. Mais quelque chose m'a arrêtée. Elle avait l'air différente, sans maquillage excessif. Elle portait des vêtements simples, un jean, un pull, des baskets, et ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une véritable humilité. Madame Remedios, puis-je vous parler 5 minutes? Si vous refusez, je comprendrai, et je m'en vais. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le bord du fauteuil, comme une visiteuse familière. Ce qui n'est pas le bienvenu. Je suis en thérapie depuis 1 an, et cela a commencé sans préambule. Et mon thérapeute m'a donné une tâche. Venir m'excuser, non pas pour que vous me pardonniez, pour que je puisse boucler les cycles. Elle sortit une lettre pliée de son sac. J'ai écrit tout, tout ce que je lui ai fait, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai ressenti. Je l'ai lu dans. J'étais tellement gênée pendant la séance de thérapie que j'ai vomi après. Elle m'a tendu la lettre, mais je ne l'ai pas prise. Pas encore. J'ai été horrible avec toi. Et tu sais ce qui est le pire? Je n'ai pas des excuses. Je ne peux pas incriminer mon enfance, ni des problèmes de santé mentale, ni quoi que ce soit d'autre. J'ai tout simplement été égoïste, manipulatrice et cruelle envers toi, envers Fabiane, envers mes propres parents. Sa voix tremblait. J'ai tout perdu à cause de moi, mon mariage, ma réputation. Le il avait la confiance de ma famille et méritait de la perdre. Mais ce que je regrette le plus, c'est de leur avoir volé 3 ans de paix. 3 ans. J'aurais dû la traiter comme la reine qu'elle est, pour tout ce qu'elle a donné. Elle a pleuré sans du drame, sans chercher la pitié. Elle a juste pleuré. Je ne m'attends pas à ce qu'elle me pardonne. Je voulais simplement vous dire que j'ai changé. Je travaille toujours au supermarché. J'y suis depuis 14 ans. Je n'ai pas mis les pieds dans un casino depuis des mois. Je vais en thérapie 3 fois par semaine. Je rembourse ma dette et j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. La dignité d'autrui n'est pas négociable. Elle posa la lettre sur la table et se leva. Merci de m'avoir écouté et merci pour m'apprendre, même par la force, que les conséquences existent. Il s'est adressé à la porte. Karina, dis-je. Elle s'arrêta. Le pardon ne se fait pas du jour au lendemain. Il se construit avec le temps. Mais j'admire que tu sois venue. Cela témoigne de courage. Elle hocha la tête en pleurant. Je sais. Et non, je vais encore l'embêter. Je voulais juste en finir. Elle est partie. J'ai lu son... J'ai reçu une lettre ce soir-là. Il était d'une honnêteté brutale. Il m'a avoué des choses dont j'ignorais même l'existence. Je n'en savais rien. Comment il avait prévu de m'humilier en réunion, comment il avait manipulé Fabiane contre moi, comment elle enviait ma force. Je n'éprouvais aucune satisfaction, seulement j'éprouvais de la tristesse pour cette femme qui aurait pu être ma belle-fille si j'avais fait un autre choix. Je rangeai la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je lui pardonnerai complètement, peut-être pas, mais ce n'était plus mon problème. Porter le poids de sa culpabilité. Et en refermant ce tiroir, j'ai compris quelque chose de profond. Mon histoire n'a jamais été... Il s'agissait de vengeance, de retrouver quelque chose dont j'avais oublié l'existence, moi-même. Aujourd'hui, c'est dimanche, exactement 1 an et demi après cette porte claquée qui a changé ma vie. Il est 11 heures du matin, et je suis debout devant le miroir de ma chambre, en train de mettre les boucles d'oreilles en argent de ma mère. J'ai changé. Pas seulement physiquement, même si j'ai perdu du poids. J'ai coupé mes cheveux aux épaules. Et maintenant, je porte des couleurs que je pensais auparavant inappropriées pour mon âge. Je me sens bien. Leur regard a changé.
Ils n'ont plus ce regard féminin perpétuellement contrit, qui demande la permission d'exister. Maintenant, mes yeux sont apaisés, sereins, et il y a quelque chose qui, j'avais perdu, il y a des décennies, la certitude de ma propre valeur. La sonnette retentit. C'est Fabian. Avant, il venait tous les dimanches, mais plus maintenant parce que je lui ai dit de ne plus venir. Il n'en a pas désespérément besoin, mais il veut être là. J'ouvre la porte. Salut maman. J'ai apporté du pain sucré de ta boulangerie préférée. Patricia arrive, avec lui portant des fleurs fraîches pour ma table. Madame Remy, puis-je vous aider à préparer le café me dit Patricia. Madame Rem, avec une affection sincère, pas avec la condescendance toxique de Karina. Et je lui ai dit qu'elle ne pouvait me donner que des remèdes, mais elle insiste. C'est ainsi qu'il fait preuve de respect. Le respect. Quel mot puissant. C'est vraiment proposé. Nous prenons le petit déjeuner sur le balcon. Ils me racontent leur semaine, leurs projets. Oui, Fabian me demande mon avis sur les choses importantes, et quand je le lui donne, mon point de vue, c'est d'écouter. Vraiment écouter. Maman, dit Fabian plus tard. Pendant un moment, Patricia et moi voulons te dire quelque chose? Elle rougit. Elle sourit. Nous nous marions dans 6 mois et nous voulons une petite cérémonie. Ce sera un moment intime, mais nous aimerions que vous disiez quelques mots sur l'amour lors de la cérémonie. À propos de ce que signifie vraiment aimer. Mes yeux se remplissent de larmes, mais ce sont des larmes différentes, des larmes de joie, d'espoir. Ce serait un honneur. Patricia, moi, prenez-lui la main. Et Madame Rem, nous voulons que vous sachiez quelque chose. Cette fois, il n'y aura pas de règles. Pour les visiteurs, il n'y aura pas d'horaire fixe, pas de porte qui claque. Notre maison sera la vôtre. Toujours. Après leur départ, je m'assieds sur mon balcon avec un carnet. J'ai commencé à écrire. Doña Lupita m'a convaincu d'écrire un livre sur mon histoire. Des millions de femmes ont besoin de lire ceci, m'a-t-elle dit. Au début, cela m'a paru absurde. Qui voudrait le lire? Vous avez lu l'histoire d'une vieille couturière de Tapalapa? Mais ensuite, j'ai pensé à ces 247 des appels à l'émission de radio dans les lettres que je continue de recevoir, dans le Des femmes m'arrêtent au marché pour me dire « C'est vous qui aviez la radio, n'est-ce pas? Merci, merci de me l'avoir donnée. » Valeur. Alors j'écris. Et en écrivant, je réfléchis à tout ce que j'ai appris. J'ai appris que le véritable amour ne vous demande jamais de vous rabaisser pour que les autres puissent vous voir. Ça fait du bien. J'ai appris que donner ne signifie pas disparaître. J'ai appris qu'être mère ne signifie pas être une martyre. J'ai appris que la dignité n'a pas de limite. J'ai appris que dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Être une personne fait de vous une personne entière. J'ai appris que les conséquences existent et que laisser les autres affronter leurs propres difficultés est un acte d'amour. Et j'ai appris que parfois, toucher le fond, c'est il faut se rappeler qu'on a des jambes et qu'on peut se lever. Hier, j'ai croisé la mère de Katrina à marcher. Laura s'approcha timidement. Remedios. Comment allez-vous? Bien, Laura. Et vous? Survivre. Karina a fêté cette semaine ses 2 ans sans casino. Elle continue de travailler. Elle continue de... Grâce à sa thérapie, elle a déjà remboursé toutes ses dettes et étudié pour une carrière technique. Comptabilité de nuit. Tant mieux. Laura baissa la voix. Elle demande de tes nouvelles. Parfois, elle n'ose pas te chercher, mais elle demande. Donne-le lui. L'avenir nous le dira, ai-je dit. Certains ponts sont reconstruits, d'autres non. Et c'est bien ainsi. Laura hocha la tête, les larmes aux yeux. Vous êtes une femme sage, qui a des remèdes. J'aimerais bien. J'aurais eu sa force à son âge. J'ai ri. Laura,
Je n'avais pas cette force à son âge. Mon âge. Je l'ai trouvé parce que j'ai été forcée de le chercher. La force était toujours là. Elle était simplement latente. Maintenant, je suis assise sur mon balcon, à regarder le soleil se coucher sur le parc, et je pense dans ces remèdes d'il y a 1 an et demi. Celui qui s'est précipité à l'hôpital pour de fausses urgences, celui qui a accepté des restes dans des boîtes Tupperware jetables, celle qui a pleuré sur 8 pâtés de maison pour rentrer chez elle avec une sauce molle que personne ne voulait. Celle-là. Remedios n'existe plus, et elle ne me manque pas. À la place, il y a une femme qui la connaît. Valeur, qui apprécie son café du matin, qui a des amis, des activités. Elle a ses propres projets, et elle rend visite à son fils quand elle le souhaite, et non seulement quand il a besoin d'elle. Une femme qui s'est remise à coudre, mais maintenant par plaisir et non par nécessité, et qui confectionne des robes pour les quinceañeras. Elle habite dans le quartier et ne demande pas de paiement, simplement parce qu'elle aime voir le bonheur sur leur visage. Une femme. Elle a pardonné à son fils, mais n'a pas oublié la leçon. Une femme qui, un jour peut-être, pardonnera. Que ce soit totalement le cas pour Karina ou peut-être pas, elle ne perd plus le sommeil à y penser. Parce qu'au final, j'ai compris quelque chose que mon Vicente m'avait écrit il y a tant d'années. La dignité ne s'hérite pas, elle s'apprend, se défend, se reconquiert et ne s'acquiert jamais. Il est trop tard pour se souvenir que tu le mérites. Si mon histoire t'a touché, si tu es... Vous êtes-vous déjà reconnu dans ces mots? Laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous venez. Je vous écoute. Dites-moi si vous avez aussi dû fixer des limites difficiles, si vous avez aussi dû choisir entre dignité et confort. Aimez si cette histoire vous a rappelé votre propre expérience. Il n'est jamais trop tard pour se lever et s'abonner afin de continuer à partager. Des histoires vraies, de femmes qui n'ont pas abandonné, car au final, la vraie. La richesse ne réside pas dans ce que vous donnez, mais dans la capacité à savoir quand cesser de donner à ceux qui ne font que... Elle sait recevoir et se souvient toujours que votre valeur ne se définit pas par votre capacité à endurer. Cela se définit par le respect que vous vous portez. Mesdames et messieurs, chers amis, notre histoire touche à sa fin, mais j'espère que son écho continuera de résonner doucement dans vos cœurs. Si ce récit a su toucher votre âme ou raviver en vous un souvenir précieux, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne afin que nous puissions partager de nouveaux moments ensemble lors de nos prochaines rencontres. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à prendre un court instant pour laisser un commentaire. Cela peut être une leçon que vous en avez tirée, ou simplement un vœu de paix et de sérénité pour vous-même, ainsi que pour tous ceux qui partagent cette écoute avec nous. Car chaque parole bienveillante inscrite ici est comme une graine de bonheur que nous semons ensemble dans le jardin de la vie. Merci infiniment pour votre écoute et votre fidèle compagnie. Je vous souhaite une douce nuit, une journée remplie de joie.